Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres de Guinée Info. Faire de lancer maître d'œuvre public dans la réalisation des projets d'infrastructure en Guinée. L'administration et contrôle des grands projets tient à la bonne exécution des travaux en Guinée. La CGP vient de rencontrer l'ensemble des responsables des bureaux d'études et de contrôle évoluant en Guinée. Et puis la Guinée vient d'abriter la grande rencontre de Koïta. Elle s'est tenue à Kene, Mandenkigne, Kourou, préfecture de Sigiri. Ce rendez-vous annuel a mobilisé du monde venu du Mali, de la Mauritanie. C'est une idée à l'occasion de rappeler l'origine des Koïta. Enfin, c'est le coup de sifflet final qu'on a créé sur la 19e édition du championnat d'Afrique senior de Sambo. 19 pays étaient en compétition pour rafler plus de médailles. Une expérience pour certains dans les sports de combat. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Comme annoncé dans les titres, faire de lance et maître d'œuvre public dans la réalisation des méga projets en Guinée. L'administration et contrôle des grands projets tient à la bonne exécution des travaux en Guinée. Elle vient de rencontrer l'ensemble des responsables des bureaux d'études et de contrôle évoluant en Guinée. Une première pour faire l'état des lieux pour plus d'efficacité sur le terrain. Des annonces fortes ont été faites pour changer le paradigme actuel qui fait honneur à personne dans la réalisation des projets. On fait le point tout de suite avec Mamadi Terran Kamisoko. La Guinée est un pays qui se construit à un rythme accéléré. Mais force est de constater que la qualité de certains travaux suscite des questionnements. Conscient de la complexité de la situation et suivant son mandat de maître d'œuvre public, l'administration et contrôle des grands projets ACGP rencontre les responsables des bureaux d'études et de contrôle installés dans le pays. Un espace de vérité pour tabler sur tous les problèmes rencontrés et rappeler aux bureaux de contrôle le devoir d'exigence qu'ils ont vis-à-vis du pays dans le cadre de la mise en œuvre des infrastructures publiques. Souvent, les missions de contrôle sur les chantiers sont absents. Et personne ne me dit là le contraire, parce que c'est un constat que j'ai fait moi-même. On a sillonné le pays, on s'est rendu compte sur certains chantiers qu'il n'y a pas de présence de mission de contrôle. Ou sur d'autres, c'est un ingénieur qui est sur place. Désormais, nous serions très regardants sur ces sujets. Une fois que les travaux commencent, on dit qu'on doit mobiliser 10 personnes. On vient sur le terrain, on ne trouve personne ou on trouve une ou deux personnes. Ceci n'est pas acceptable. Et cela est en directe corrélation avec le prochain point que je vais aborder, qui est celui de la qualité. Malheureusement, les ouvrages qu'on a eu à visiter ne répondent pas aux normes et aux standards auxquels nous devons tous adhérer. Parce que je vous explique, ces infrastructures que nous construisons pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour nos parents. Donc, si on ne s'assure pas que ces infrastructures sont de qualité, nous faisons nous-mêmes du tort. Donc, je voudrais appeler ici à la bonne collaboration, au bon travail, à une exigence sur le terrain. De par la loi, les bureaux d'études et de contrôle relèvent directement de l'ACGP. Le doute sur la question a été écarté au cours de cette première rencontre d'échange. L'autre point et non des moindres évoqué est relatif au non-paiement des bureaux de contrôle. Le problème est sérieux, c'est pourquoi dans ces réformes, la CGP prévoit d'héberger les paiements des bureaux de contrôle pour faciliter les décaissements. Pensons jusqu'à maintenant que nous sommes en très grande difficulté par rapport au paiement, mais nous avons vu dans l'intervention de l'administrateur que vraiment c'est une préoccupation qui est vraiment majeure à son niveau. Mieux vaut tard que jamais. Le dynamisme qui les anime, exprimé par l'administrateur général, nous va droit au cœur. Par cette rencontre qui se veut périodique, les deux parties balisent le chemin d'un partenariat fécond. Désormais, l'équation coût-qualité-délai doit être de mise dans l'exécution de tous les travaux d'infrastructure publique en Guinée. Troisième édition du dialogue sur les investissements entre la Guinée et la Malaisie. C'est dans l'agenda économique bilatéral de ces deux pays. Ce rendez-vous incarne également la volonté commune de bâtir un partenariat concret, durable et mutuellement bénéfique. Pour cette édition, les échanges ont eu lieu entre une trentaine d'entreprises guinéennes et malaisiennes autour des idées et projets. Abdul Karim Kamara.
Le destin d'une coopération pour le développement économique et social de la Guinée et de la Malaisie est en marche depuis 2 ans. Une initiative portée par un dialogue sur les investissements entre les deux pays. Ce partenariat remet le couvert pour sa 3e édition. Ici, 9 entreprises malaisiennes et 23 entreprises guinéennes échangent autour des idées et des projets. Un travail mâché par le tandem ambassade de Malaisie en Guinée, l'agence de promotion des investissements privés. This year is a bit special because our focus also towards Guinea. La particularité de l'édition de cette année, c'est qu'elle est en ligne avec le projet Simandou 2040. Donc, nous avons fait en sorte que les différents points qui ont été discutés ici, qu'ils soient réellement en ligne avec les objectifs du gouvernement en matière, en ce qui concerne le projet Simandou. Nous avons tenu à faire en sorte que les entreprises malaisiennes présentes ici, ou bien qui ont l'intention de venir, qu'elles s'empruntent de tout ce qui est de la loi, qui s'empruntent des informations sur la loi portant sur le contenu local, pour qu'elle puisse réellement mieux s'approprier de son contenu. Des deux côtés, les secteurs clés d'investissement identifiés sont l'agriculture, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les infrastructures, les mines, le tourisme et l'énergie. Derrière ce dialogue, les acteurs sont engagés à dépasser les obstacles, à capitaliser sur leur réussite et à construire une coopération économique résiliente, équitable et innovante. Après avoir passé une dizaine d'années en Malaisie, nous avons vu la Malaisie se développer. Nous avons vu beaucoup de choses là-bas, intéressantes, et nous avons voulu vraiment importer ce que nous avons vu en Malaisie, en Guinée. Et il est temps pour la jeunesse guinéenne de se réveiller. Étant un entrepreneur qui a une structure en Malaisie et évidemment une autre structure en place en Guinée ici, moi je suis en quelque sorte un pont, un bridge entre la Malaisie et la Guinée. Et donc cet événement me rend très optimiste par rapport aux éventuels échanges qui auront lieu économiquement bien sûr entre la Guinée et la Malaisie. Dans son rôle d'accompagnement, l'APIP a mobilisé ses ressources pour faire de cette 3e édition un moment clé marqué par une participation renforcée du secteur privé guinéen et malaisien. Comme on l'a indiqué lors de ce dialogue-là, c'est qu'on voit que depuis 3 ans, les échanges commerciaux entre les deux pays ont vraiment augmenté. Donc ce qui a forcément un impact bénéfique sur l'investissement en Guinée. Pour l'édition précédente de ce dialogue sur les investissements, 25 produits potentiels de la Malaisie vers la Guinée ont été identifiés. Et dans le sens inverse, 20 produits guinéens aussi ont été identifiés. Visite de l'abattoir moderne de Kabylie, un coup d'accélérateur est donné au chantier pour l'inauguration au mois de septembre prochain. L'objectif est d'aller plus vite pour respecter le délai contractuel de 9 mois afin de boucler ce projet tout en respectant les cahiers de charges. N'est-ce pas, Foudi Kamara? La première phase des travaux de l'abattoir moderne de Kabylie a été entamée en 2014. Plus de 10 ans après, les autorités du CNRD veulent tourner cette page d'éternel chantier. Cette visite guidée a permis au ministre Félix Lama de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de cet abattoir moderne de Kabylie. À ma prise de fonction et dans mes objectifs assignés par le président de la République et le premier ministre chef du gouvernement, figure la finalisation de cet abattoir moderne. Nous avons pour ambition de réaliser des abattoirs modernes dans toutes les régions administratives de la République de Guinée. Et l'abattoir ici en cours de finition, j'ai été très clair avec l'entrepreneur pour que cet abattoir soit rendu, c'est-à-dire inauguré au mois de septembre. Sur ce site, il est prévu une chambre froide, un espace d'abattage, des abreuvoirs et d'autres dispositifs pour le traitement hygiénique de la viande. Une priorité de santé publique suivie aussi à la loupe par les responsables de l'administration et contrôle des grands projets. Aujourd'hui, on est venu constater l'avancement des travaux et globalement, on est satisfait de ce qui a déjà été fait. Et maintenant, on demande à l'entrepreneur de s'engager afin de pouvoir livrer les infrastructures dans les délais. Pour aller vite au niveau des ministères du budget et de l'économie et des finances, toutes les dispositions sont prises. Tous les paiements sont faits et les équipements
sont déjà commandés. Les travaux essentiels, les grosses œuvres sont finis. Et on est sur les travaux de finition, c'est-à-dire le réseau d'égout pour l'écoulement des eaux usées, ensuite les finitions dans les salles. Et on attend l'arrivée des équipements qui sont 100% commandés et payés et qui seront embarqués au mois de juin. Et dès que les équipements arrivent en Guinée, on fera les installations et rendre le chantier. Installée dans un domaine de 2,5 hectares, cette infrastructure d'utilité publique aura une capacité d'abattage de 250 bœufs par jour. La politique nationale JAR 3 bientôt disponible. Plus de 70 acteurs impliqués dans la promotion du JAR à travers le pays participent à la prévalidation du document. Avec un cycle de vie de 5 ans, la nouvelle politique va assurer des prévisions liées aux questions du JAR. Alassane Tambaya Conte, Mohamed De Camara. La nouvelle politique nationale JAR 3 en prévalidation prend en compte des questions émergentes, notamment l'entrepreneuriat, les effets du changement climatique, des catastrophes naturelles et les crises sanitaires. La validation technique du document du PNG 3 qui va couvrir 2025-2029 regroupe 73 acteurs nationaux impliqués dans la promotion du JAR. Cette version provisoire formulée et présentée par le ministère de la Promotion féminine à travers la Direction nationale du JAR connaît un appui du consultant spécialiste des questions du JAR. Comme tout développement nécessite une planification, nous sommes là dans le cadre de la planification sur 5 ans des activités qui pourraient être menées pour améliorer les conditions du genre en République de Guinée. On espère que ce document fera l'objet d'un consensus par rapport à toutes les parties prenantes en République de Guinée. Aujourd'hui, ce sont le baromètre de tout ce qui est question de genre dans les différents ministères. Et si vous ne vous retrouvez pas dans ce document, ça veut dire que quelque part, on aura raté un levier qui est très important sur tout ce qui est promotion et protection des femmes en Guinée. Bâtir une société débarrassée de toute forme d'inégalité qui garantit à tous la réalisation de leur potentiel constitue l'un des engagements des autorités au plus haut niveau. Historiquement, la toute première politique nationale du genre remonte de 2011 et celle qui fait l'objet de vision date de 2017. Après 7 ans de mise en œuvre, il est nécessaire de la réviser en l'adaptant au nouveau contexte et ce, conformément à certaines nouvelles réalités sur les plans internationaux au DD3. La politique nationale JAR 3, qui concentre les attentions des promoteurs des questions du genre, sera validée au mois de juin prochain à Conakry. Dans l'actualité également, la Guinée vient d'abriter la grande rencontre des Koïta. Elle s'est tenue à Kéné-Mandiankine-Kourou, préfecture de Sigiri. Ce rendez-vous annuel a mobilisé du monde venu du Mali et de la Mauritanie. L'occasion de rappeler l'origine des Koïta, d'inviter la jeunesse à s'attacher aux valeurs ancestrales et de prier pour la paix et le vivre ensemble entre ces 3 États. Commentaire Komara Moussa. Mandiankine-Kourou, une bourgade de la sous-préfecture de Fidako dans Sigiri, accueille le grand rendez-vous des Koïta. Ils sont venus du Mali et de la Mauritanie pour parler de paix et de renforcement des liens séculaires effrités par le colon blanc. Nous avons prié pour la stabilité du pays. Nous avons prié aussi pour les pays où nos frères et sœurs sont installés, notamment la Mauritanie et le Mali. Nous sommes beaucoup plus rattachés à la foi religieuse, notamment la religion musulmane. Donc nous sommes venus rappeler l'histoire de nos ancêtres à la génération future, nous dire que le nom Koïta, c'est d'abord la valeur intrinsèque, c'est le travail, c'est aussi la foi religieuse. Nous avons également profité de l'occasion pour prier pour le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Pendant cette grande retrouvaille annuelle des Koïta, des contes et des légendes dominent pour rappeler les origines et inviter la nouvelle génération à suivre le pas des ancêtres. Des prières et des bénédictions ont été formulées plusieurs fois pour que Dieu assiste le général président Mamadi Doumbouya dans sa noble mission. Aujourd'hui, nous sommes venus pour la 4e fois on se réunit. Les 2 premières éditions, c'était au Mali. La 3e édition a été effectuée en Mauritanie, à Kaédi.
Et donc, on est à la 4e édition ici en Guinée. Cette organisation a été mise en place par nos papas. Et ils ont décidé de mettre en place cette association pour regrouper les Koïtas qui se sont séparés il y a plus de 1000 ans. Et ça nous a permis de rapprocher les Koïtas de toutes les confédérations religieuses, de toutes les ethnies, et sans considération de cela. On tient à remercier toutes les autorités du Mali et celles de la Guinée qui nous ont facilité la route de part et d'autre sans complexe. Vraiment, on se sent sur nous, comme on est venu de la Mauritanie, du Mali, et la Guinée aussi, on se sent comme chez nous. Préserver la dignité et renforcer les valeurs traditionnelles entre les trois pays, la Guinée, le Mali et la Mauritanie, c'est tout l'enjeu de cette retrouvaille culturelle et inspirante. En route pour les élections en Guinée, un processus qui nécessite une forte implication des hommes de médias. C'est dans cette optique que les responsables du Centre de formation de perfectionnement technique de l'information et de la communication affûtent leurs armes et mobilisent les troupes, d'où l'organisation d'une session de formation des journalistes sur les techniques de couverture médiatique en période électorale. Explication, Adama Hawa Diallo. Ce mardi 27 mai, le Centre de formation et de perfectionnement technique de l'information et de la communication a organisé un atelier dédié au renforcement des compétences des journalistes issus des médias publics et privés portant sur les techniques de couverture médiatique en période électorale. Il était de notre devoir en tant que ministère de l'Information et de la Communication, en tant que centre de formation donc, de mettre l'accent sur les techniques de couverture d'une élection, notamment le référendum en perspective, mais aussi les élections locales et nationales, pour que les journalistes puissent justement s'approprier de la manière la plus plausible professionnellement de traiter l'information en période électorale. Lors de son intervention, le président de la Haute Autorité de la Communication AC a insisté sur l'importance pour les professionnels des médias de respecter scrupuleusement les règles en vigueur durant les processus électoraux. Il n'y a pas d'élection sans presse. Et je voudrais dire sans une presse responsable. Parce qu'une élection est une période de tension. Et tous les moyens sont permis, même si la loi les interdit. Je voudrais donc féliciter le centre de formation et son directeur et tout le personnel pour avoir pris cette initiative heureuse. La circulation de l'information, chers amis de la presse, en période électorale est une question essentielle mais aussi préoccupante. D'autant plus qu'en la matière, vous savez, que d'autant plus l'information elle est bien véhiculée, diffusée à travers les médias, d'autant plus qu'elle participe à la stabilité sociale et surtout politique. Il ressort que l'adhésion des journalistes au thème de l'atelier constitue un facteur clé pour garantir une formation de qualité accessible au grand public en contribuant à un climat électoral apaisé et transparent. Cette semaine, la gendarmerie environnementale de Conakry et la direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ont effectué une descente dans la forêt classée d'Anta. Les encombrants physiques et autres occupations anarchiques ont été complètement dégagés. Une opération pour désengorger ce poumon écologique du Grand Conakry. Mohamed Mpati Kamara, Serossouma. Les machines de la gendarmerie environnementale de Conakry sont entrées en action dans la forêt classée d'Anta. Cette intervention vise à libérer les lieux des occupants installés de manière anarchique, garagistes, vendeurs de bétail, commerçants et même certains habitants. L'opération se déroule sous la supervision étroite des autorités locales. Le déguerpissement a pour but de libérer catégoriquement nos forêts classées qui sont envahies par la population et des personnes de tout genre et qui est redevenu le nid des bandits. Personne, nul ne peut prétendre réclamer la paternité de ce domaine parce que le domaine est une forêt classée qui appartient exclusivement à l'État. Cette forêt va être libérée et reboisée. Classée parmi les rares poumons verts de la capitale,
La forêt d'antan joue un rôle écologique crucial. Sa restauration et son reboisement nécessitent une mobilisation à la base. C'est dans cette dynamique que la direction de l'aménagement du territoire de l'urbanisme d'Atu a pris l'initiative de piloter un programme de reboisement pour redonner vie à cet espace naturel. Il y a eu des occupations anarchiques. Les gens sont venus, ils ont construit des bâtiments, il y a des garages, il y avait des bétails. Donc ça, c'est pas bon. La forêt là doit être réservée. Ça, c'est pour tout le monde. C'est pas pour quelqu'un. Donc le pourquoi maintenant on doit les déguerpir, les enlever pour réserver la forêt. Après cette vaste opération de déguerpissement, la DATU envisage de clôturer entièrement la forêt. Objectif affiché, sécuriser le site pour prévenir toute nouvelle occupation illégale à l'avenir. Enfin, sur le coup de sifflet final, la Conakry sur la 19e édition du championnat d'Afrique senior de Sambo. 19 pays étaient en compétition pour rafler plus de médailles. Une expérience pour certains dans les sports de combat de Sambo, une discipline qui se pratique sur du sable, d'où son appellation également de Sambo Beach. Mais voyons tout cela avec Djibril Kamara. Cette semaine, la Guinée a été la destination des sports de combat. Depuis samedi dernier, le championnat d'Afrique de Sambo senior a démarré à Conakry. Le clou final a été marqué par des combats acharnés sur le sable ici à la plage Kamayenne. Des combats qui ont permis aux différentes nations de se distinguer. Le Maroc est champion avec 12 médailles dont 9 en or et le Cameroun est vice-champion d'Afrique avec 11 médailles dont 5 en or. Je veux bien remercier mon président, M. Dalil Srali, et toute la fédération, et les coachs, Imad Aziz, et les athlètes. On a bien préparé au Maroc pour cet événement. Je suis très, très satisfaite. Exactement, non, le Cameroun n'a pas réussi le pari parce qu'on venait pour reporter la coupe de champion d'Afrique. Nous ne l'avons pas portée, nous sommes sortis comme l'année dernière, deuxième. Bon, nous avons vu les manquements de tout un chacun. Nous allons entrer travailler et attendre l'édition prochaine. Dans ce championnat d'Afrique de Sambo, la Guinée s'est aussi illustrée à travers César Formo Lama, champion d'Afrique de Sambo Biche, 82 kg. La catégorie dont j'ai combattu, c'était pas ma catégorie. Mais au fait, le combat que j'ai fait, j'ai pas fait pour moi, mais plutôt la nation. Au fait, là où je suis vraiment comblé de joie parce que j'avais déjà mis dans la tête, je dois honorer le rouge, jaune, vert. Et effectivement, le bon Dieu a réalisé ce que je pensais. Et nous avons ce sport qui est venu ici en Guinée en 2018 et qui a eu l'agrément en 2022. Et si aujourd'hui nous sommes capables d'avoir une médaille d'or et plusieurs médailles d'argent et de bronze, ça veut dire que, évidemment, les jeunes athlètes se développent bien. Pour nous, c'est une victoire déjà, le fait que nous soyons capables de remporter dans une catégorie, être champion d'Afrique. Le mérite revient au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et à tout son gouvernement, à sa tête le Premier ministre Amadou Ouriba, et qui ont mis tout en œuvre pour que nous puissions organiser ces événements. Il faut rappeler que la Guinée est sortie 6e avec 9 médailles, dont une en or en Sambo Biche, ici à Conakry. C'était tout pour ce 13h. Les infos reviennent à 17h et à 19h dans Guinée Actu. L'actualité se poursuit également sur le www.guinée.info. À tout à l'heure, Inch'Allah.